Bonjour. Bonjour, tout le monde en place pour 9 heures. On est bien content de vous recevoir ce matin. Bonjour Geneviève. Bonjour Jacques. On va s'approcher. Est-ce que vous nous entendez bien? On peut faire comme en classe aussi, utiliser notre voix. Une voix qui porte. Bonjour tout le monde. Mon nom est Jacques Coul, directeur du cadre 21. Geneviève Marcoux, personne ressource pour le Carrefour national d'insertion professionnelle en enseignement, mais je suis dans une merveilleuse équipe et plusieurs sont assis devant. Ah, OK, la web diffusion. Ben oui. Alors, je m'appelle encore Geneviève Marcoux, encore du Carrefour national d'insertion professionnelle en enseignement, et je fais partie d'une merveilleuse équipe. Parfait. Aujourd'hui, comme vous avez pu constater, il y a aussi la web diffusion de l'événement, la session, le panel de ce matin, ainsi que la synthèse en après-midi. Hier soir, tiens, je vais te laisser continuer parce qu'on va revenir sur le déroulement de la journée dans un instant. Parfait. Alors, hier soir, nous étions plusieurs, mais ce matin, 80 nouvelles personnes du milieu de l'éducation se joignent à nous. Nous sommes vraiment de tous les milieux et encore une fois, on est vraiment web diffusé en direct. Donc, il y a plusieurs personnes dans les différentes commissions scolaires, différents collèges privés qui nous écoutent de leur milieu professionnel. Alors, que ce soit du secteur privé, du secteur public, on a des représentants du ministère de l'Éducation, des cadres, des directions d'établissement, des représentants des centrales syndicales, de différentes fédérations et d'organismes. Des chercheurs aussi. Des chercheurs, des gens des différentes universités. Et ce qui nous réunit tous, on est tous des passionnés de l'éducation. Est-ce qu'on passe au déroulement de la journée? On peut passer au déroulement de la journée. Alors, je te laisse débuter. Oui, vous avez tous reçu. Hier, on a décrit en fin d'événement un peu le déroulement général, mais pour le bénéfice de tout le monde. Et puis, vous pouvez toujours demander à la personne à côté de vous qui était là hier. Vous avez sur votre cocarde une salle qui vous indique où se rendre après le panel. Et pour le déroulement de la journée des ateliers, pensez la différence entre le mouvement des élèves dans une école primaire versus une école secondaire. Au secondaire, c'est qui change de local? Ce sont les élèves. Alors qu'au primaire, ce sont les enseignants. Donc, nous, on va prendre le modèle école primaire. Donc, vous allez dans cette salle-là avec 23, 24 autres personnes. On y est allé vraiment de façon très aléatoire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Et ça donne cette mixité-là, même au niveau des salles. Et vous aurez 2 ateliers en avant-midi, à environ 45 minutes chacun, et 2 autres en après-midi. Donc, vous allez avoir 4 animateurs, mais je dirais qu'il y a aussi une équipe, il y a un duo d'animation pour celui sur la recherche. Et vous allez recevoir ces gens-là et travailler ensemble à réfléchir à partir des questions, les questions qui étaient sur le site web, oui, mais qu'on a repris. Maintenant, ici, on a pensé, oui, les power users avec le numérique et ceux qui sont power users avec le crayon, le stylo et la feuille. C'est-à-dire que vous allez avoir à la table un cartable qui a un imprimé des thématiques, des questions, si vous voulez en faire une prise de notes sur ces feuilles-là. Mais vous aurez également à chacune des tables un ordinateur qui est branché à une page d'écriture collaborative. Pour toute la journée, il n'y a qu'une seule adresse. Donc, une seule adresse où on peut à ce moment-là accéder à toutes les autres pages, qui est monurl.ca, sommet DP18. C'est un Padlet, ceux qui connaissent les outils, un Padlet, c'est un mur d'écriture, et le Padlet mère et ses 7 bébés Padlet. Donc, il y a des liens qui vont vous amener pour chacune des thématiques dont vous aurez à discuter pendant la journée. D'ailleurs, vous allez échanger entre vous. Vous allez probablement mettre en pratique ce que Mme Henkel nous a dit hier, de se réseauter, d'aller voir des gens vers qui on ne connaît pas, s'intéresser, échanger entre nous, sortir de notre zone de confort. Et sachez que vous pourrez, à la suite du 2e atelier, prendre le repas. Le repas vous est fourni. C'est complètement au bout de l'allée, moi je l'appellerais l'allée lumineuse avec le soleil de ce matin, vraiment au bout. Et vous avez une pause pas santé. Alors, vous avez un bar de bonbons que vous pourrez aller vous ravitailler pour 34 kg de bonbons. Vous avez un fixe de sucre, là. Voilà. Et ça a été testé. Alors, sans plus tarder, moi, je pense qu'on pourrait peut-être proposer l'allocution.
Oui, mais avant, justement, hier, on a eu le grand plaisir, on avait Mme Henkel comme conférencière, on avait l'élève Elisabeth Gauthier qui nous a vraiment charmés par sa belle vision. Vraiment. Et aussi, en levée de rideau, il y avait un message du ministre Proulx. Et on va la faire rejouer, ça dure 1 minute, 15 Oui. secondes environ, qui nous adresse quelques mots. Bonjour et bienvenue au premier sommet sur le développement professionnel en éducation au Québec. Vous serez invités au cours des prochaines heures à réfléchir ensemble aux enjeux de la formation continue en éducation. Que vous soyez chercheur, conseiller pédagogique, enseignant, directeur, membre de syndicat ou observateur, vous travaillerez ensemble à l'élaboration de recommandations destinées au ministère, aux directions d'établissement et aux enseignants. J'attends avec impatience de lire les conclusions de vos échanges. Je suis persuadé que vos idées et vos suggestions nous permettront de faire de grands pas vers l'atteinte de nos objectifs communs, la valorisation de la profession enseignante et la réussite éducative pour tous. Il ne fait aucun doute pour moi que le développement professionnel en éducation fait partie des pistes de solutions qui se présentent à nous. Nous avons besoin d'enseignants proactifs dans leur engagement envers la profession, de professionnels dédiés à la réussite des élèves et de directions innovantes et à l'écoute des besoins. La formation continue, j'en suis convaincu, peut constituer un formidable accélérateur de changement, positif, de progression, pour nous faire de notre réseau d'éducation un outil de développement économique et social puissant. À tous les participants, merci pour votre engagement. Votre dévouement vous honore et contribuera certainement à faire une différence. En terminant, je tiens à remercier Cadre 21 et le Carrefour national de l'insertion professionnelle en enseignement pour l'organisation de ce sommet. Bonne réflexion. Donc, il est en train de nous dire que la balle est dans votre camp. C'est à peu près ça. Donc, aujourd'hui, justement, ces discussions-là, ces idées, ces pistes que vous allez vouloir capter à même l'outil en ligne ou avec l'animation qu'il y aura dans les ateliers. On va en faire une synthèse en fin de journée. On reviendra un peu tout à l'heure sur justement l'animation de cette synthèse-là. Mais sachez, et c'était dit d'entrée de jeu, que ultimement, il y a dans quelques semaines qui suivront un bilan des recommandations qui visent à 3 niveaux, 3 échelons, au niveau du ministère, au niveau des direction d'établissement et au niveau des enseignants. Donc, et ça sera diffusé un peu partout. Donc, je pense là-dessus, au niveau du déroulement en général, est-ce que ça vous va? Hein, vous savez où aller après le panel et là-dessus... On va débuter. Voilà. Tout d'abord, je voulais vous remercier, étant donné, je vois le fil Twitter qui est alimenté depuis tantôt. Donc, on vous invite à y participer, à échanger au courant de la journée. Et d'ailleurs, Jacques me mentionnait tout à l'heure que nous étions la balise la plus utilisée au niveau canadien hier soir. Donc, merci de contribuer à ces échanges-là. Et on avait plus de 1000 personnes en web diffusion aussi. Donc, sans plus tarder, on va débuter la journée avec notre table, en fait, pas notre table ronde, mais le panel d'invités de marque. Mais je vais vous présenter d'abord Audrey Miller, qui va animer cet exposé. Alors, Audrey Miller est directrice générale de l'organisme à but non lucratif L'École branchée, qui a pour mission, entre autres, d'aider les enseignants à tirer profit du numérique, mais tout ça en voulant favoriser la réussite des élèves. Détenant une formation en technologie éducative et en communication publique, elle a participé depuis 20 ans à la mise sur pied de nombreuses initiatives destinées à stimuler le développement professionnel des enseignants en lien avec le numérique et l'innovation pédagogique, telles des EdCamp et des CreaCamp. Alors, vice-présidente de la COP et secrétaire du conseil d'administration de l'association EdTech, sans plus tarder, Audrey Miller. Merci beaucoup. Quelle belle présentation. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'animer le panel qui va donner le ton un petit peu à la belle journée de réflexion qui s'annonce. Je vais inviter sans plus tarder mes panélistes à monter avec moi sur scène. Donc, si vous voulez venir vous installer, Isabelle, tu peux t'installer ici. Donc, évidemment, les objectifs du sommet, comme vous les connaissez, c'est vraiment de faire la lumière sur les ambitions, évidemment aussi sur les réalités, mais sur toutes les possibilités de développement professionnel qui s'offrent à nous.
Le développement professionnel, bien, comme on le sait, c'est un processus. C'est une démarche continue. Il y a même certains chercheurs qui vont le situer dès avant le choix de carrière. Donc, ça peut commencer très tôt. C'est vraiment une démarche qui se déroule tout au long de la carrière. Voilà, je vais y arriver. Et évidemment, cet engagement-là, il est à la fois, il entraîne des transformations qui sont individuelles, mais aussi collectives. Donc, les représentants de notre panel aujourd'hui vont pouvoir nous en parler plus particulièrement. Donc, on va voir que ça a un fort lien avec l'engagement personnel, mais aussi la culture organisationnelle également. Ça me fait plaisir de vous les introduire. Donc, tout d'abord, je vais commencer ici à l'autre bout avec Mme Michèle Deschênes, qui est, ma foi, plusieurs choses. Donc, tout d'abord, enseignante, chargée de cours, à l'Université Laval, également enseignante au collégial. Elle est aussi doctorante et son doctorat porte justement sur l'influence, l'apport du numérique, en fait, dans la prise en charge de son propre développement professionnel en tant qu'enseignant. Donc, ça va être très intéressant de discuter avec toi. Monsieur Yves-Michel Volsi, ici, qui est directeur général de la commission scolaire de Laval. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc, il va pouvoir nous entretenir du côté plus d'équipe de direction. Et j'ai aussi ici Isabelle Turcotte, qui est enseignante au secondaire dans la région de Victoriaville et qui a aussi un intérêt fort sur le développement professionnel, notamment avec ta maîtrise que tu as débuté sur le sujet. Donc, des intervenants de grande qualité. Merci énormément. Écoute, je vais commencer. Ma première question, on lance les discussions avec toi, Isabelle. En 2018, aujourd'hui, je suis un enseignant. Pourquoi je dois m'inscrire dans une démarche de développement professionnel? D'abord, bonjour. En 2018, écoute, il y a plusieurs raisons, mais je dirais d'abord que les raisons sont propres aussi à chacun. On est dans un contexte où on est en mouvance. Il y a une évolution, le contexte dans la société dans laquelle on est vraiment apporte une réalité qui nous, parfois, qui nous happe. Et la réalité aussi happe nos élèves. Donc, on a dans nos classes des élèves qui ont des besoins différents. On a besoin aussi de les accompagner de façon plus personnalisée, je dirais. Tout ça, ça met en place des besoins, et ça peut être une motivation à aller chercher des outils pour pouvoir être efficace dans son enseignement et répondre aux besoins. Je pense que quand on parle de développement professionnel, ça touche plusieurs personnes, plusieurs acteurs dans une équipe école. On peut faire du développement professionnel auprès du personnel de soutien, auprès du personnel de professionnels, évidemment des enseignants. Mais je pense que pour faire vivre cette idée, cette vision de développement professionnel, il faut qu'au premier chef, que les directions soient associées à ces démarches-là. Comme leader pédagogique, plus une direction d'école affirme son leadership pédagogique, plus il y a des risques ou des probabilités intéressantes que les enseignants et l'équipe école suivent cette direction-là, comme Madame le disait tout à l'heure. Je pense qu'on n'a pas le choix, quand on s'inscrit dans une démarche d'amélioration continue, de toujours tirer vers le haut et de voir comment on peut s'améliorer par le biais du développement professionnel. Nos élèves aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement le portrait des élèves qu'on avait il y a 15-20 ans. Ils ne sont pas stimulés comme ils l'étaient il y a 20 ans. Ils ont au bout des doigts l'information. Ils ont évidemment porté un jugement critique sur l'information auquel ils ont accès, mais dans cette perspective-là, je crois que c'est fondamental que la direction de l'école, dans sa vision, partage l'importance qu'elle peut accorder au développement professionnel. Et à ce titre, plusieurs commissions scolaires, voire plusieurs directions générales, se sont inscrites dans un développement professionnel aussi. La commission scolaire de Laval et plusieurs autres commissions scolaires font actuellement partie d'une COP, d'une communauté de pratique avec la Fondation André Chagnon, où on tente de développer des pratiques collaboratives pour qu'ensuite on puisse partager le tout avec nos directions d'école. Et par modélisation, les directions d'école vont pouvoir vivre ce même type d'intervention-là avec leurs enseignants. Aujourd'hui, je crois que le poids de la réussite des élèves n'appartient pas exclusivement aux enseignants et oui, évidemment aux enseignants. Il faut de plus en plus que les pratiques collaboratives soient mises de l'avant,
que les enseignants entre eux, que les élèves ne soient pas seulement les élèves d'un prof, mais les élèves d'un groupe d'enseignants, avec l'équipe de professionnels et de soutien, éducateurs spécialisés qui gravitent autour de la classe, que ces gens-là travaillent ensemble. Et c'est dans cette perspective-là que plusieurs directions générales et plusieurs directions d'école ont embrassé la vision du développement professionnel en termes d'approche collaborative. Et j'ajouterai un autre élément. Plus nos équipes enseignantes et nos équipes écoles se sentent compétentes, répondent aux besoins de nos élèves, bien, plus le sentiment d'efficacité personnelle ou professionnelle augmente. Donc, une espèce de, j'utilisais l'expression de cercle vicieux positif. Plus on s'outille, plus nos élèves réussissent, plus on a le goût de s'investir, et c'est une espèce de boucle intéressante, et plus on contamine aussi le reste de l'équipe école dans cette perspective-là. Merci beaucoup. Vous avez dit que ça nous donnait des probabilités intéressantes de tirer vers le haut. J'aime beaucoup. Mais au quotidien, comment ça se passe? Est-ce que toutes les directions adhèrent volontairement à une démarche comme ça, où vous devez parfois mettre en place des mesures? Comment ça se passe au... Bien, le mot-clé, vous avez référé au volontariat, mais avant de référer au volontariat, j'aurais le goût de vous dire qu'il faut qu'il y ait une vision commune et partagée qui soit bien campée dès le départ. Où loge l'équipe de la direction générale? Où loge les services éducatifs? Où loge les directions d'école dans la dynamique du développement professionnel? Quand cette vision-là est bien campée et qu'elle est partagée, et qu'il y a une adéquation de tous ces partenaires-là dans l'actualisation de cette vision-là, bien là, on a de plus en plus de chances de voir une adhésion des directions. Et je pense que les directions s'abreuvent des nouvelles pratiques. Aujourd'hui, on a accès à une panoplie d'informations relatives à la recherche. Et j'aurais le goût de vous dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on a besoin d'une information sur les pratiques probantes, RAI, bon, je pense que vous connaissez pas mal tous les pratiques qui sont en vogue, quand je dis en vogue, qui sont porteuses, quand on réfère à ATI, bien, les directions d'école ont ce défi-là de vulgariser, de semer le germe de la curiosité pour que les enseignants, quelque part, aient le goût d'expérimenter. Et là, je fais le pont avec le volontariat. Je ne crois pas que ce soit la démarche la plus porteuse que d'imposer à des gens d'être à un endroit et de se former. Je crois beaucoup plus au volontariat, tant au niveau des gestionnaires que du personnel enseignant ou tous les autres corps d'emploi. Le défi qui incombe aux gestionnaires, c'est justement, par leur leadership pédagogique, de créer un choc cognitif, de partager ce que la recherche nous enseigne actuellement sur ce qui est porteur, de relater ce qui se vit dans l'école, ce qui se vit au sein de la commission scolaire ou à l'échelle du Québec, voire à l'échelle du pays. Hein. On a l'Ontario dont on s'inspire beaucoup. Donc, cette responsabilité-là, je pense qu'elle incombe aux directions et je pense qu'elles le font spontanément parce qu'elles savent qu'aujourd'hui, de plus en plus, si on veut s'inscrire dans une démarche d'amélioration continue, ben, il faut faire ce choix-là. Et il faut aussi, je crois plutôt que lorsque les directions d'école croient au développement professionnel, ben, à ce moment-là, tant la commission scolaire que les directions d'école réunissent les conditions facilitantes pour faire vivre ça. Avoir du temps de qualité, libérer les enseignants de leur tâche, d'une partie de leur tâche, pour pouvoir parfaire leur pratique professionnelle et surtout avoir du temps de qualité aussi pour la rétroaction, pour avoir le transfert. Parce qu'on sait que lorsqu'on est dans une... Et là, je parle beaucoup. J'arrête. Lorsqu'on est dans une dynamique de développement ou d'accompagnement, la recherche nous dit que ça prend à peu près 20 heures avant qu'il y ait un transfert dans la pratique professionnelle. Donc, il faut, oui, réunir des conditions pour libérer les enseignants, pour la formation, le partage, mais aussi pour la rétroaction, pour s'assurer qu'à brève échéance ou à terme, qu'il y ait un transfert dans la classe. Ouais. Michel, du côté de la formation de nos futurs enseignants, oui.
On parle souvent d'apprentissage tout au long de la vie. Le développement professionnel, c'est une démarche, un processus. Dans le milieu universitaire, ça s'instaure comment, ce goût de développement-là? D'abord, moi, je suis en formation initiale des enseignants au collégial, donc je vais pas préciser non plus ce qui se passe en formation initiale au primaire et au secondaire, mais je pense que la clé, c'est la collaboration. C'est de préparer à la collaboration pour que ce ne soit pas un choc ensuite d'intégrer cette portion-là dans son développement professionnel. La collaboration, ça peut se faire par de l'analyse réflexive collaborative. Donc, on peut se mettre quelques enseignants ensemble, discuter de ce qui se passe. On peut même se filmer, regarder ça ensemble, voir ce que nous, on pense de ce qui s'est passé, voir ce que les autres pensent qui s'est passé, voir comment on peut se réguler nous-mêmes, mais aussi alimenter ça avec la part des autres. Puis, tu sais, la collaboration, je ne vais pas dire que c'est tout le développement professionnel, mais c'est une grande part quand même de développement professionnel. Puis ça peut se faire aussi par l'initiation à la recherche collaborative. On voit beaucoup des projets de recherche qui débutent dans les universités, qui vont sur le terrain. Mais si on implique les étudiants pendant qu'ils sont aux études, on est capable après ça de les faire évoluer. Donc, on les prend comme étudiants. Ensuite, ils deviennent des enseignants novices qui participent à un projet de recherche. Puis ensuite, ils peuvent être porteurs de cette culture-là, finalement, de recherche collaborative. On peut penser aussi à la collaboration dans du co-design. On peut penser, je ne sais pas moi, si on fait l'évaluation d'un programme, si on fait le design de matériel pédagogique, mais de le faire ensemble, c'est du développement professionnel, de voir comment les autres le font, de voir comment ils expliquent ce qu'ils font, d'accéder à leurs pratiques, de les confronter aussi. Puis quand je parle de confrontation, c'est Julie Chamberlain hier qui disait qu'on n'apprend pas grand-chose quand on se confronte juste aux personnes qui pensent comme nous. Mais sans que ce soit toujours des grosses confrontations, juste d'aller voir d'autres points de vue, ça permet d'alimenter notre développement professionnel. Donc, le faire en mode co-design, puis que ça fasse partie, je veux dire, de la formation initiale, que de s'inscrire dans une démarche de collaboration. Je pense que ça peut être une solution. Puis je trouve ça drôle parce que je ne savais pas que vous alliez parler autant de collaboration, mais je pense que le lien se fait... C'est un mot-clé qui revient. Voilà. Vraiment. Puis l'autre aspect aussi que je trouve intéressant, c'est on a parlé des besoins des étudiants qui sont de plus en plus personnalisés, mais c'est aussi la même chose pour les enseignants. Donc, d'aider les enseignants à entrer dans une démarche de définir ses objectifs, d'être capable de voir, de les aider à cibler les ressources sans le faire à leur place, mais de voir tout le potentiel qu'il y a. Dans le fond, c'est d'initier un peu à l'exercice d'agentivité qui consiste en se fixer des objectifs et les atteindre. Donc, de mettre en place tout ce que ça prend aussi pour faire la réflexion seule et en gang aussi. Oui, c'est ça. Il y a une démarche, c'est ça, vraiment individuelle et collective. Puis les étudiants, pour les amener à identifier leurs propres besoins. Donc, dans le fond, ce que tu nous dis, c'est qu'en les habituant à travailler en co-construction, en collaboration, c'est un peu ce qui va les suivre après comme c'est ça. Faut qu'ils entrent dans une démarche où ils vont se rendre compte que seuls, ils ne pourront pas y arriver. Qu'il faut avoir l'impression qu'on est obligé d'être ensemble pour y arriver. Donc, le choix des projets qu'on leur fait faire, ça marche pour les étudiants en formation initiale. Puis ça marche aussi pour eux quand ils vont être enseignants, pour développer ça avec leurs étudiants aussi, l'esprit de collaboration, finalement. Puis, il faut leur faire voir que tout l'aspect de définir le problème pour les enseignants. Comme enseignant, j'ai un problème, je cherche une solution. Fait qu'il faut les impliquer à la fois dans la définition du problème ensemble et dans la recherche de solutions ensemble. C'est ça qui fait un développement professionnel durable. Merci, Michel. Dis-moi donc, un stage, est-ce que ça peut servir de levier le contact entre l'étudiant et l'enseignant en pratique? Oui, mais il est déjà trop tard un peu à ce moment-là. Je pense qu'il faut vraiment commencer avant ça à entrer dans une démarche d'apprentissage tout au long de la vie. Quand ils entrent dans notre cours, de voir pourquoi ils sont là, c'est quoi leurs objectifs à eux. Oui, il y a des objectifs en lien avec les cours, on ne peut pas passer à côté, mais eux, quand ils s'inscrivent dans cette démarche-là, qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Puis s'assurer qu'à la fin, ils ont atteint ces objectifs-là pour être capables de faire le bond d'après. Quand ils arrivent en stage, c'est déjà...
Ça fait Déjà trop partie. tard. Il est déjà trop tard. Donc, faut vraiment les habituer. Donc, on a un rôle très important en formation initiale. Et, Puis voilà. le faire en continu aussi. Oui. Tu sais, de pas, faut pas que ça tombe dans une craque après. Ouais. On en a parlé au début de la session, c'est réglé, on n'en parle plus. Ouais, c'est ça. Faut leur parler de développement professionnel tout au long de la formation initiale. Isabelle, toi-même, tu as accueilli des stagiaires dans ta classe aussi. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter à ce niveau-là, au niveau du rôle du stage pour le développement d'un étudiant? J'ai pas nécessairement accueilli des stagiaires, mais j'ai eu une charge de cours à superviser des stagiaires. Puis ce que je me rendais compte, c'était que les élèves ou les étudiants, je devrais dire, quand ils arrivent dans leur milieu, ils ont un choc. Ils ont un choc, puis effectivement, je suis d'accord, est-ce que la posture de développement professionnel avec les réflexes doivent être développés avant? Parce que quand ils arrivent en contexte, on dirait qu'ils ont de la difficulté à mobiliser tout ça. C'est comme si le lien entre la pratique et la théorie se fait difficilement. Il faut vraiment créer des contextes où ils vont avoir accès à ce savoir expérientiel-là. Moi, je pense que les ponts doivent se créer aussi à l'inverse. Je pense que les enseignants, il y a peut-être peu de possibilités d'avancement, mais une des possibilités qui pourrait mousser le développement professionnel, c'est leur donner accès à rencontrer ces étudiants-là dans les classes, à aller partager leur propre vécu, connaissances, constats ou trucs, ou peu importe. Je pense que c'est pas seulement quand l'étudiant rentre dans une école secondaire. Je pense qu'il faut ouvrir les portes des classes universitaires aux enseignants pour partager. Et ça, je pense que ça peut donner aussi un levier de motivation à un enseignant pour s'engager dans une démarche de développement professionnel. C'est vraiment intéressant. Donc, vraiment de faire tomber les fameux silos dont on parle toujours Voilà. et en ouvrant des ponts avec l'université comme ça, comme moyen d'avancement professionnel. J'aime ça. Et dis-moi, Isabelle, on dirait qu'en ce moment, tout le monde commence à parler de ça. On est ici réunis pour un sommet. C'est extraordinaire qu'on ait des jours dédiés à réfléchir à ça. Il nous manque quoi dans les organisations pour que ce point de bascule-là embarque? Parce qu'on a des projets accompagnés, tout ça, mais on dirait qu'en général, la culture n'est pas tant orientée vers le développement professionnel. C'est beaucoup des initiatives personnelles, on dirait. Qu'est-ce qui nous manque? Je pense qu'il manque quelque chose qui va lier tout ça, un liant. Un liant, je pense que je vois une volonté partout ici. Je vois qu'il y a des choses qui sont faites dans les différents contextes, mais là, je pense qu'il faut lier. Il faut faire un effort de lier tout ça, de mousser puis de faire monter la crème fouettée un peu pour que ça crée quelque chose, puis que là, ça s'enracine dans la culture, dans une réelle culture, dans les différentes sphères. C'est sûr que ça prend des moyens concrets. Ça prend aussi un espace-temps, je dirais. Des espaces pour réfléchir comme on a aujourd'hui. Mais ça, on peut les créer dans différents contextes. Ça prend aussi un temps, parce que la réflexion, puis réfléchir à une démarche, ça prend du temps. Il faut analyser ses besoins, il faut être capable de faire une recherche à savoir vers où je vais me diriger pour aller chercher ce que j'ai besoin aussi. Donc, on a besoin vraiment de structures qui vont nous permettre de se lancer réellement en tant qu'enseignant dans cette démarche-là. Ça prend peut-être aussi un outil, là, c'est très concret, peut-être très de base, mais tu sais, on parle souvent du portfolio. Est rendu dans notre pratique, on le présente à notre entrevue, et ce portfolio-là tombe à quelque part. Mais peut-être qu'il pourrait être utilisé pour laisser des traces sur notre développement professionnel. Je sais qu'à ma commission scolaire, il y a déjà quelque chose qui existe pour celles qu'on suit au sein même de la commission scolaire. Pourquoi on ne pourrait pas y ajouter les choix qu'on a faits et les certifications qu'on a été chercher à travers toutes ces formations-là? Donc, ça pourrait être un outil aussi qu'on construit tout au long de notre carrière. On revient encore à l'apprentissage tout au long de la vie, puis ça ne s'arrête pas une fois qu'on est devenu prof et tout ça. Monsieur Volsi, on sait tous qu'il y a des enseignants qui naturellement se lancent en formation continue, pour qui c'est naturel. Encore une fois, j'aurais utilisé mon mot volontairement. Il y en a qui résistent. Est-ce que vous, en tant que leader pédagogique, vous avez des stratégies, des façons d'encourager? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans les milieux pour aider ces résistants-là, si je peux utiliser le mot? Je l'ai un peu dit tantôt, je ne veux pas être redondant, mais je pense qu'il y a la dimension de la vision. Il faut qu'elle soit clairement campée dans notre planification stratégique, maintenant dans le PVR. Mais au-delà de ça, je vais me permettre d'être un peu audacieux dans ce que je vais dire. On aime ça, allez-y. Je pense qu'il y a lieu de réconcilier
toute la conception de l'autonomie professionnelle et développement professionnel. Je pense qu'actuellement, avec ce qui foisonne comme recherche, on ne peut pas faire l'économie de moyens dans ce qui est porteur pour nos profs et nos élèves. Je reviendrai à la responsabilité qui nous revient comme gestionnaire, c'est de nous assurer de bien dédramatiser ce qu'est le développement professionnel, de y aller par la théorie des petits pas, y aller par volontariat et s'assurer, faire comprendre dans le fond à nos enseignants, nos équipes enseignantes que l'objectif, c'est que dans le baluchon d'expérience, que nos enseignants aient différentes stratégies au regard des profils d'élèves qui sont devant eux. Donc, c'est ça l'enjeu. Hein? Je vais prendre un exemple qui est un peu cliché. Moi, j'ai des nodules, ces cordes vocales. C'est sûr que je vais avoir... Les besoins que moi j'ai, c'est de régler mes cordes vocales, les nodules. Je veux avoir le médecin qui est à la fine pointe, qui sait quelle intervention faire. S'il y a un autre patient qui a d'autres types de problèmes, il va s'adapter. Je ne veux pas avoir quelqu'un qui a la même démarche unique depuis 30 ans. Je sais qu'on fait souvent ce parallèle entre la médecine mais je le vois comme ça. Je pense qu'il y a des ponts à faire. Notre défi, les gestionnaires, c'est de permettre aux enseignants d'avoir cette diversité de stratégies d'enseignement qui ont été éprouvées par la recherche, de les convaincre, d'associer les ressources éducatives, d'associer les chercheurs. Des fois, quand ça passe par le truchement d'une ressource externe qui vient faire la démonstration et qu'ensuite c'est récupéré par le gestionnaire, ben ça peut être porteur. Fait que je crois qu'il y a lieu de réconcilier ces deux éléments-là, parce que je le redis, je ne crois pas qu'en imposant à des gens, à des professionnels de l'éducation de s'asseoir à un endroit et de se faire, excusez-moi l'expression, se faire remplir d'informations, que ça c'est porteur pour avoir des transferts. Donc c'est à nous. C'est un beau défi qu'on a. Et si ce n'est pas nous, passons par nos collègues externes, nos ressources externes qui peuvent nous alimenter et qui peuvent aussi alimenter. Et il y aura un dernier élément que j'ajouterais, l'insertion professionnelle. Fondamentale. On sait qu'un enseignant sur 20, pas sur 20, sur 5, pardon, 20% de nos enseignants quittent malheureusement après 5 ans. Donc, il y a un examen de conscience que nous avons à faire collectivement. Et sans vouloir pavoiser, à Laval, je me permets de lancer une petite plug, mais à Laval, on s'est fait accompagner, on s'est fait, j'allais dire examiner, pas examiner, mais il y a eu 2 recherches par Tony Carcenti récemment pour venir faire l'examen de nos pratiques, parce que ce qu'on a constaté à Laval, puisque notre service d'insertion professionnelle accompagne tous nos nouveaux enseignants pendant minimalement 5 ans. Et nos enseignants qui sont issus de l'immigration, qui ont moins de 2 ans au Québec, même chose. On a constaté que 97%, le taux de rétention de nos enseignants après 5 ans est de 97%. Donc, je pense qu'il y a une mobilisation de l'équipe pour soutenir ces enseignants-là dès le départ, parce que si on ne les soutient pas, hein, le caractère hétérogène de nos classes fait en sorte que malgré la formation initiale, ça peut être intéressant d'avoir un service de mentorat, je ne veux pas tout énumérer. Fait que dans cette optique-là, l'insertion professionnelle est un levier important pour nous assurer de bien soutenir et de favoriser le développement professionnel dans nos organisations. L'insertion professionnelle, drôlement intéressant et c'est très impressionnant de connaître ce chiffre-là de rétention, 97 %. Est-ce que vous êtes au courant si vous avez quand même une démarche très structurée d'accompagnement? Est-ce que ça se fait ailleurs dans d'autres milieux ici au Québec? Ça se fait ailleurs aussi. Là, je ne suis pas en mesure de vous dire. Non, mais je sais que ça se fait ailleurs. Je sais que plusieurs de nos organisations sont en relation étroite avec le SNP aussi, et on partage. On est dans une ère de pratique collaborative, de partage collaboratif. Donc, l'idée derrière ça, c'est pas de prendre un modèle et de le calquer intégralement.
C'est de voir, si on pense qu'il y a une démarche qui est porteuse et que d'autres organisations souhaiteraient s'en inspirer et la mettre à sa propre couleur, sans faire un mauvais jeu de mots, ça peut être intéressant de faire ces partages-là entre collègues. Et je pense que ça se fait à l'intérieur du SNIP. J'ai l'impression que le SNIP va être bien occupé à la fin du sommet. Je vais vous prendre à la fin, OK, les questions. Michel, je t'amène sur un autre volet, si on veut. On peut faire des activités de développement professionnel, donc en présentiel. On peut faire ça chez soi, à distance et tout ça. Mais comment après on peut favoriser le transfert? Un enseignant qui s'est formé, comment on peut voir à ce que ça retourne à la communauté, qu'il puisse rayonner sur ses collègues? Ça a été un peu le sujet de ta thèse, des travaux en ce moment. Hein? Tu t'y connais un peu? Oui. C'est ça. J'ai fait un projet de recherche sur le développement professionnel qui peut être fait grâce aux réseaux sociaux. Parce que dans un premier temps, je m'étais intéressée à l'évaluation que les profs faisaient quand ils faisaient publier sur des blogs, sur des microblogs ou sur des wikis. Puis finalement, au fil des discussions avec les enseignants, ça débordait. Puis on finissait toujours par parler de développement professionnel. Puis ça date, là, c'était en 2010-2011. Puis déjà, à ce moment-là, ils me disaient, mais tu sais, tout ce que moi, j'ai gagné comme prof à faire en sorte que mes étudiants aient sur les réseaux sociaux, bien ça m'a servi. Fait que j'ai voulu voir un peu si c'était des cas isolés ou si c'était un petit peu plus généralisé. Fait que j'ai travaillé sur un projet avec des enseignants au collégial. Puis je leur demandais, tu sais, qu'est-ce que vous faites sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, Twitter, Wiki et compagnie. Et je leur demandais si ça avait eu des répercussions sur leur développement professionnel. Puis là, il fallait qu'ils travaillent un peu. C'est trop facile de juste dire oui. Hein? Fait que je leur demandais de préciser au niveau de la planification sur la session, au niveau de la prestation d'un cours, de l'organisation d'un cours, sur la gestion des étudiants, des suivis. Puis finalement, c'était super intéressant de voir que oui, il y avait des répercussions positives sur leur développement professionnel. Évidemment, il y en a qui me disaient c'est du temps. Oui, c'est du temps, mais c'était du temps qu'ils trouvaient qui était bien investi. Fait que, ça revient un peu à si on les avait tous assis dans une salle en même temps pour leur demander d'apprendre quelque chose, je ne suis pas certaine qu'ils auraient tous trouvé qu'il y avait autant de répercussions qu'à ce moment-là où ils étaient capables d'avoir, souvent, c'était d'avoir de l'aide ponctuelle. J'ai besoin de ça. Maintenant, on est vendredi, il est 3 heures, j'ai besoin de la réponse à ça. Puis ils étaient en mesure de trouver une réponse. Ça permettait d'avoir des contenus de cours plus à jour, d'apprendre des nouvelles pratiques pédagogiques qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils n'avaient pas l'occasion de voir dans leur milieu, mais d'aller un petit peu plus loin, voir sortir de la classe finalement, mais sortir de l'école aussi. Puis ça se fait aussi en formation initiale, toute la partie redonnée finalement, ou diffuser ce qu'on apprend. Je vais prêcher pour ma paroisse, évidemment, mais dans le cours de TIC en éducation, en enseignement collégial, l'année passée, on a fait faire des capsules aux étudiants sur un outil. Fait que c'était à la fois un objectif technique, là, apprenez à faire une capsule pour être capable de faire des capsules vidéo après. Puis en même temps, apprenez un outil. Fait que ça peut être un outil qui est dans votre discipline ou un outil qui pourrait vous servir dans votre pratique enseignante. Puis à la fin, on a tellement été surprise de voir à quel point c'était bon ce qu'ils avaient fait, qu'on leur a dit, ça serait plate que ça reste là. Fait qu'on a collaboré avec ProfWeb, qui a l'objectif est de diffuser finalement les belles pratiques en lien avec le numérique. Puis cette année, je sais qu'il y a Séverine Parent qui est dans la salle, qui donne le cours de technologie en enseignement secondaire. Puis vous avez probablement vu passer, si vous êtes sur le groupe TIC en éducation depuis quelques semaines, jours, les étudiants ils viennent proposer ce qu'ils ont fait dans leur cours. Fait que c'est un travail scolaire dans lequel il y avait à creuser, à faire un dossier, un essai sur un sujet en lien avec les technologies. Puis ça ne reste pas là. Ça fait aussi partie de la consigne de dire comment on va le redonner. T'sais, tout ce que vous avez appris, remâchez-le pour être capable de le diffuser à l'ensemble des enseignants. Mais pour eux, c'est une super belle porte d'entrée parce que tout ce qu'on publie, ça fait en sorte que quand on en donne, c'est plus facile après ça d'aller en chercher. Fait que, les étudiants, ils rentrent un peu comme ça. Voici ce que j'ai fait. En passant, j'ai une question sur ça. Ou est-ce que vous pourriez m'aider à approfondir cette chose? D'insertion professionnelle aussi, d'une certaine façon. On apprend déjà à bâtir notre réseau. Donc, ce que tu nous dis, finalement, c'est que d'être actif sur les réseaux sociaux dans une perspective de développement professionnel, c'est effectivement aussi une façon importante de pouvoir redonner et de partager un peu tout ce qui se développe comme expertise ici. Tout à fait. Puis, d'y aller à la hauteur de l'investissement qu'on peut mettre, qu'on a envie de mettre, de choisir ce qu'on fait, de ne pas essayer d'être partout en même temps. Ça se peut pas. On n'y arrivera pas. Choisissez. Allez discuter avec les gens dont vous estimez l'opinion.
Oui. Même s'ils ne sont pas nécessairement d'accord avec vous, mais que vous pensez que ça peut vous alimenter, allez les voir, ceux-là. Allez sur les groupes qui vous intéressent. Confrontez vos idées. Ça se passe assez bien d'habitude. On a parlé de réseaux sociaux, on a parlé d'actions réflexives, on a parlé de communautés de pratique, de collaboration, ces différentes avenues d'envisager son développement professionnel. On va avoir l'occasion aujourd'hui d'en sortir beaucoup d'autres. Pour conclure un peu le panel, là, je vous amène tous les trois sur une question épineuse, la valorisation. Alors, c'est quelque chose qui est assez dans l'actualité ces temps-ci. Comment on peut valoriser une culture et une démarche de développement professionnel? On a les 3 points de vue. Dans le fond, je vous laisse votre mot de la fin un petit peu sur cette question. Par exemple, au niveau d'un enseignant, quelle pourrait être une façon de valoriser cette démarche de développement qu'on entreprend? J'écris plein de choses et j'ai pas la réponse parfaite et ultime, mais le mot continuum me vient à l'esprit. Quand on veut valoriser, c'est à la base peut-être de continuer à y croire tout au long du processus ou tout au long de la carrière. Je vois qu'en formation initiale, après ça, dans la carrière, on vit différentes périodes durant la carrière qui durent un certain temps. Il va falloir s'ajuster. Donc, le valoriser, c'est accepter peut-être cette différenciation-là, de personnaliser, encourager le développement de l'identité professionnelle de l'enseignant. Ça, je pense que c'est des choses qui sont simples à mettre en place et qui peuvent être porteuses d'un grand changement aussi. Puis, quand on a une identité professionnelle, puis qu'on arrive en classe, ça a un effet immédiat sur les jeunes. Déjà, ils le sentent. On n'a pas affaire à n'importe qui. Je pense que je me rappelle pas du nom de la jeune élève qui a parlé hier, Gauthier, mais elle a oui. mentionné aussi que ça l'avait, l'effet enseignant est quand même porteur. Donc, moi, je pense que d'assurer un certain continuum dans l'insertion professionnelle, mais aussi tout au long de la carrière pour permettre aux enseignants de développer pleinement leur identité professionnelle et de faire des choix selon ce qu'ils ont envie de développer. C'est ce que, donc, un DP différencié, sortir du One Fit All, on l'avait mentionné aussi. Je pense que ça, c'est une belle façon de le valoriser là, et qui est simple à mettre en place. Moi, je dirais aussi avoir des projets éducatifs dans les écoles qui sont déjà porteurs de ces valeurs-là qu'on a envie de mettre en place. Et là, un travail de collaboration avec enseignants, équipe école pour élaborer ce projet éducatif-là. Peut-être même un comité de DP dans l'école aussi qui pourra être mis en place pour justement mettre en valeur tout ça. Oui. Oui. Voilà mes idées, j'en ai d'autres, mais je ne sais pas combien de temps il me reste. Audrey, tu peux dire, c'est tellement intéressant quand vous parlez, qu'on vous laisse aller, mais tout à l'heure, tu parlais même d'une façon qui pourrait être d'ouvrir une sorte d'avancement professionnel qui serait permettre d'aller dans les classes universitaires, aller partager ce savoir-là aussi. Puis une chose que je n'ai pas dit, mais les enseignants qui ont développé une certaine expertise, ça serait le fun de leur donner un espace dans l'école, justement, pour qu'ils soient ces agents-là. Des fois, avec une tâche pleine à 100 %, c'est difficile. On doit faire des choix, des fois des choix déchirants parce que les enseignants viennent nous voir. On ne peut pas collaborer ou aider. On essaie autant qu'on peut. Mais quand on crée, je ne sais pas, un agent d'actualisation pédagogique, je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner, mais un espace dans sa tâche où il peut redonner à sa communauté, ça pourrait être intéressant aussi, une façon de le valoriser. C'est bien. Ça existe déjà dans certains milieux, mais peut-être j'imagine, le propager et le systématiser à la limite. Hein. Mais on sait aussi que, il y a des recherches qui ont montré qu'une culture forte de développement professionnel dans une organisation, dont une école, peut être un facteur qui peut mener à une meilleure réussite des élèves. Monsieur Volsi, au niveau de la direction, comment on peut valoriser un peu comment mettre en place cette culture de valorisation-là, faire en sorte que la valeur de développement professionnel soit au cœur de l'établissement scolaire? Bien, dans un premier temps, je pense que je vais reprendre ce que ma collègue vient de dire, c'est de partir des besoins des équipes écoles, pas avoir une approche top-down. Donc, partir des besoins qui sont identifiés par nos enseignants, par nos équipes écoles. Et quand on a cette information-là, quand elle a été bien documentée, là, il appartient à la gestion, c'est-à-dire tant les directions d'école que les gestionnaires du centre administratif, de réunir les conditions gagnantes pour que ça puisse se faire. Je référais tantôt à se dégager du temps de qualité. Et je pèse mes mots quand je dis du temps de qualité. C'est pas de libérer d'une période ici et là.
c'est d'avoir une vision bien campée, avoir des moments clés, des moments charnières où les gens peuvent participer et où les directions, quand c'est possible, le plus possible, où les directions adjointes sont présentes aussi dans la formation, développent un discours commun, un vocabulaire, un lexique commun. Pour valoriser ça aussi en termes de conditions, il faut que la commission scolaire, pour permettre l'actualisation et la matérialisation du développement professionnel, s'associe le syndicat. Où loge le syndicat dans le développement professionnel? Comment on peut s'assurer d'avoir une cohésion, une collaboration commune pour que ça puisse être bien matérialisé? Les ressources humaines, est-ce que le climat organisationnel dans nos écoles est tel qu'on peut favoriser ce développement professionnel et avoir un développement collaboratif? Si les collègues entre eux ont des réserves, ben, il y a une responsabilité qui incombe aux gestionnaires et aux ressources humaines. J'aurais goût de dire aussi en termes de conditions pour pouvoir faire vivre ça et le valoriser, il faut aussi qu'il y ait une volonté politique. C'est-à-dire que la direction générale, à ce moment-là, il faut qu'elle fasse la démonstration au Conseil des commissaires de l'importance d'un choix budgétaire pour favoriser ce développement professionnel. Parce qu'il faut avoir le moyen de ses ambitions. Si on y croit, si c'est la pierre angulaire ou si ça devenait la pierre angulaire de l'amélioration continue des pratiques pédagogiques ou des pratiques professionnelles, ben, il faut que pour utiliser une expression populaire, il faut que les bottines suivent les babines. Donc, il faut que on fasse des choix budgétaires qui nous permettent d'opérationnaliser le tout et de favoriser cette culture-là. C'est pas juste dire on aime ça, on trouve ça intéressant. Oui, on campe une vision, mais après ça, il faut passer à l'acte. Puis il faut que ces conditions-là soient bien campées. Parce qu'en ce moment, est-ce qu'on aurait la possibilité de travailler dans le cadre actuel où il nous manque vraiment, on va avoir besoin d'un solide coup de pouce? On a des possibilités dans la tâche, tout ça, mais avec le contexte, on va dire ça de cette façon-là, avec le contexte dans lequel on a été plongé récemment, il a fallu user d'innovation, d'être assez souple dans nos façons de faire pour pouvoir faire émerger ces conditions-là, pour pouvoir développer cette culture de développement professionnel et de collaboration. Mais oui, il y a des leviers qui existent, mais je continue à croire que si, à la tête même de l'organisation, si le politique et l'administratif croient et ont bien campé la vision et les valeurs sous-jacentes, parce que si vous me permettez une petite assertion rapide, si on croit au développement professionnel, moi je pense qu'il faut aussi aller camper les valeurs sous-jacentes à cette croyance, au potentiel d'éducation et de réussite de tous. Est-ce que tout le monde loge à la même enseigne ou on pense qu'il y a des élèves qui... est-ce qu'on veut... En tout cas, je pourrais en nommer quelques-unes, là, mais il faut aussi que ces valeurs sous-jacentes à la vision qu'on veut développer en termes de culture de collaboration, bien, que ces valeurs-là soient dites, soient habitées, incarnées par le personnel. Ça nous met la table pour réfléchir là-dessus aujourd'hui. Michel, on va conclure avec toi. Effectivement, je reviens à ta position d'intervenante auprès des étudiants en formation initiale. Comment on peut valoriser leur... on tourne un peu, on en a déjà un peu parlé, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter à ce niveau-là? Oui, je vais répondre aussi comme prof, parce que oui, aussi. accessoirement, je suis prof de temps en temps. Quand même important. Puis je pense aussi que ça passe par une solution qui n'est pas mur à mur. On a tous des besoins différents, des intérêts différents. On a des préférences différentes aussi. Moi, je crois beaucoup au plan de développement professionnel personnalisé. On parle de partir de nos besoins. Je pense qu'il faut aussi soutenir les profs. Tantôt, je parlais de soutenir les étudiants dans l'établissement de leurs besoins, mais je pense aussi que les profs, on a besoin des fois de se faire aider. Comme les élèves, là, des fois, ils ne savent pas qu'ils ne savent pas, mais nous aussi, on a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, de rencontrer des nouvelles pratiques pour être en mesure de définir que nous aussi, finalement, on a d'autres besoins qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Puis on parle d'autonomie professionnelle, puis l'autonomie professionnelle, c'est aussi que
ton supérieur se rallie à tes objectifs, mais il faut que ton supérieur les connaisse, tes objectifs aussi. Fait que, ça fait partie de notre job de prof, actif dans notre développement professionnel, que de partager nos objectifs, à la fois avec nos supérieurs pour qu'ils nous aident à avoir les ressources, mais aussi avec d'autres profs qui pourraient nous aider ou même avec d'autres profs qui pourraient apprendre avec nous. Puis j'ai noté aussi c'est peut-être un beau rêve que j'ai, là, mais tu sais, le plan de créer puis de financer des plans de cours de développement professionnel, que ça fasse partie du reste, d'assouplir la définition de développement professionnel. C'est pas vrai que c'est juste la formation initiale puis la formation continue. C'est souvent ce qu'on entend, c'est souvent ce qui est reconnu. Et je pense qu'en assouplissant cette définition-là, encore là, je rêve un peu. Je pense pas que demain matin, mon boss va me payer, il va me donner 2 échelons de plus parce que je suis allée sur Facebook puis que j'ai collaboré avec des profs. Mais avec des moyens de reconnaissance comme il y a au cadre 21, je pense que ça peut faire partie de la solution. Il faut que les enseignants trouvent une façon de témoigner de ce qu'ils ont appris. Puis il faut que la direction accepte de reconnaître ça aussi. Fait que je pense que c'est un bel équilibre qu'il faut trouver. Les modalités sont à définir encore, mais je pense que la solution, c'est vraiment dans le plan de développement professionnel personnalisé et le plan de co-développement professionnel personnalisé aussi. Je pense qu'il faut encourager la structure de réseau, il faut encourager le réseautage, puis il faut rendre visibles les démarches aussi, pas juste les résultats. Tu sais, souvent, ce qu'on voit, c'est « Hey, j'ai réussi à faire ça dans ma classe, c'était vraiment cool », mais de tout montrer ce qui s'est passé, les bons côtés, les moins bons côtés, d'accepter qu'on a eu des difficultés, puis de les voir comme une façon d'éviter aux autres de... Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, voilà. Ouais, oui. Puis je pense évidemment, mais là je vais prêcher pour ma paroisse, mais je pense qu'il faut poursuivre la recherche sur le développement professionnel. Puis assurément, c'est une recherche qui doit être collaborative et participative, qui doit impliquer tout le monde, la direction, les enseignants, les étudiants, les conseillers pédagogiques. Je pense vraiment que les chercheurs. Je pense que c'est... Puis encore ça, c'est du développement professionnel. Fait que tout est dans tout, là, mais je pense que c'est vraiment important d'encourager cette culture-là aussi. Tout est dans tout. Tout est dans tout. Est-ce que je vais être tweetée pour avoir tout ça? Tweeté ça? Tout est dans tout. Ça. Hey, merci, Michel. Donc, établir les conditions gagnantes, favoriser une culture collective de développement professionnel. On travaille avec des humains, tenir compte de leurs besoins. C'est un peu des belles bases qui vont nous permettre d'entamer nos réflexions. Un grand merci. Il nous resterait du temps pour une question ou deux de la salle. Natacha, tu voulais poser une question? Est-ce que tu veux nous la dire, puis je vais la répéter au micro? Ou si tu veux te rendre jusqu'ici, oui. Tiens, merci Michel. Bonjour. Donc, je pense que je veux le mettre un petit peu en contexte. Là. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans le syndicat. Je me suis impliquée beaucoup pour faire changer les choses. Et moi, ça m'a accroché beaucoup. Vous en avez glissé un mot au niveau du syndicat là, quand vous avez parlé d'insertion professionnelle sur 5 ans. J'aimerais beaucoup avoir vraiment... Comment ça s'est passé là, du début à la fin? Là? J'imagine que ça n'a pas commencé avec des petits oiseaux et bien du bonheur. Là. J'aimerais ça avoir votre témoignage là-dessus. Ça va être un petit peu difficile pour moi dans la mesure où, quand cette démarche-là est entreprise, je n'étais pas dans cette fonction. Je n'occupais pas cette fonction-là. C'est sûr que j'ai des collègues ici qui pourraient en témoigner plus à fond. Mais je peux quand même... j'ai toujours quelque chose à dire. Je peux quand même dire deux, trois choses. Ce que je sais actuellement, c'est que on s'est associé avec le syndicat pour camper certains critères. À titre d'exemple, nous, dans le contexte de l'insertion professionnelle, on a des mentors, pas à la commission scolaire, mais dans les écoles, des enseignants mentors qui, eux, sont accompagnés par les ressources éducatives, les services éducatifs, et ces personnes-là dans les écoles suivent un certain nombre d'enseignants. Il y a une entente avec le syndicat où on reconnaît le temps qu'ils ont accordé pendant toute l'année. Et là, je me souviens plus, là, mais je pense que c'est soit un montant d'argent. Comment tu dis? 3 jours en temps ou en compensation. Donc ça fait l'objet d'échanges avec le syndicat pour s'entendre sur des modalités. Et par ailleurs,
bien, comme je le disais tantôt, en termes de valeur et de vision, il y avait une volonté de l'organisation d'investir là-dedans. Donc, il y a eu des sommes qui ont été consacrées à ça. On a aussi un service SPA, service personnalisé d'aide, d'accompagnement, qui est un service confidentiel. Quand un enseignant qui a moins de 5 ans vit un trop-plein ou vit une situation délicate, bien, il peut se référer à ce service-là. Et c'est confidentiel, la direction n'est jamais mise à contribution. Donc, toutes ces modalités-là et ces initiatives-là ont été partagées au syndicat. Et on s'est entendu avec eux, avec lui plutôt, sur des modalités, des ententes pour favoriser l'émergence de cette initiative-là. Et aujourd'hui, comme je dis, ça roule et ça fonctionne vraiment bien. On aurait le temps pour une dernière courte question et courte réponse. Ou bien on... Oh, Monsieur Lavallée, au fond. Bonjour tout le monde, Simon Lavallée. Ça va être une très courte question, mais j'imagine que ça va être une réponse un peu longue. On a entendu parler de solutions au niveau de la formation initiale, comme avoir une maîtrise pour les futurs enseignants. J'aimerais ça, pas nécessairement que vous preniez position par rapport à cet enjeu-là, mais juste entendre parler par rapport à votre posture à vous, qu'est-ce que vous considérez à prendre en compte, qu'est-ce que vous prenez en considération dans... Mettons qu'on veut prendre position, qu'est-ce qu'on devrait prendre en considération selon vos... Mon Dieu. Est-ce que quelqu'un a envie de parler de cette épineuse question? Ça, c'était une courte question. Avec une courte réponse. On essaie une... Oui, je vais tenter. Puis, mes collègues, vous me ferez un signe en voulant dire. Je serai prudent dans ma réponse. Je ne me positionnerai pas sur l'idée de la professionnalisation par le biais d'une maîtrise. Mais ce que je peux surtout commenter, c'est l'idée derrière la professionnalisation. Ce que moi, j'entends dans ce discours-là qui est dans l'actualité, c'est dans quelle mesure on peut favoriser l'émergence d'un développement professionnel continu. Et c'est surtout ça qui m'interpelle. Donc, si j'avais à commenter ça, évidemment, je l'ai fait tantôt, je suis pour le développement professionnel et je pense que c'est un incontournable, voire même un impératif. Dans la mesure où on le fait, on accompagne les gens et on ne le fait pas de manière top-down. Mais ça pourrait faire l'objet de débats, maîtrise, DSS. Ce qui m'interpelle, c'est surtout l'idée de pouvoir parfaire son art et ses pratiques professionnelles. Tout au long de la vie. Tout au long de la carrière et de la vie. Merci énormément à nos 3 panélistes. J'espère que vous avez apprécié. Michel Deschênes, Yves-Michel Volsi, Isabelle Turcotte. Merci pour votre temps et votre implication.